l'éditorialiste maison avec nous, Jamaïca Samba, pour décrypter l'actualité. C'est l'édito, non pas écrit, mais raconté. Jamaïca Samba, bonjour. Bonjour. Où va le monde? Beaucoup d'événements, le G7 qui durcit les tons contre la Russie, alors que Poutine provoque encore davantage en frappant Kiev, dans un quartier, les immeubles frappés, morts d'hommes, bilan matériel lourd. Entre-temps, c'est donc la guerre chez nous. Encore, les Ougandais ont tué, beaucoup de morts. Et le Rwanda, lui, s'entête davantage. Nairobi 3 semble prôner pour une force régionale. Les Congolais n'en veulent pas et son élite. Et un peu plus loin d'ici, le monde, ça bouge. Ça bouge à grande vitesse. Vous avez la parole. Oui, il faut seulement d'abord saluer ceux qui nous suivent en ce moment et signifier que l'événement commence par chez nous avec ces retours à Kinshasa, de ces reliques de Patrice Emery Lumumba. Ce qu'il faut dire sur Félix Tshisekedi, c'est que le courage qu'il a eu de faire aboutir ce projet de rapatriement des restes de Lumumba est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tous les présidents qui se sont succédés, non seulement beaucoup n'ont pas pu faire aboutir Kasavubu, Mobutu par rapport au contentieux belgo-congolais, Joseph Kabila a essayé de le faire pour le corps du maréchal Mobutu. Il a rencontré, surtout les militaires qu'il avait dépêchés, ont rencontré les divisions au sein de la famille de Mobutu. Il aurait fallu d'ailleurs qu'il aille un peu plus loin, qu'il passe outre peut-être ces divisions pour que les corps de Mobutu reviennent. Mobutu, à son temps, n'a pas pu faire pour rapatrier les corps de Tchombe, qui est toujours en Algérie, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Félix Tshisekedi a marqué un coup par rapport à Lumumba, parce que Lumumba, symboliquement, c'est le père de l'indépendance, et que c'est une bonne chose qu'il ait fait. Mais c'est fait un peu à moitié. Pourquoi? Parce que les familles d'Mpolo et des Okito ne sont pas associées. Pas plus que ce matin, l'un des petits-fils de ces deux compagnons de Lumumba s'inquiète depuis Bruxelles. Est-ce que les deux aussi, Mpolo et Okito, leurs corps furent dilués dans l'acide? Bien évidemment, ils ont connu le même sort. Ils ont été arrêtés, ils ont été déportés de Tisville via Kinshasa pour le Katanga, et ils ont été assassinés le même jour. L'idéal aurait été que ceux qui sont dans l'organisation de ces funérailles associent les deux. Ce sont les trois compagnons qui ont été tués le même jour, qui ont connu le même sort. L'autre était chef d'état-major et l'autre était vice-président du Sénat, ou président du Sénat, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce sont des grands politiques qui sont morts, les martyrs. Donc, il fallait... C'est fait en partie. Mais les reliques, en Belgique, Jamaïca Samba, cette relique, on peut dire le corps de Lumumba rentre, il n'y a pas les restes des corps de Mpolo Okito. Mais la symbolique aussi est très importante. Vous pouvez... Mais au palais des Gaumont, leurs noms ont été évoqués dans les discours. Oui, mais c'était anecdotique. C'était anecdotique. Là, quand vous regardez toutes ces cérémonies, vous ne voyez pas leurs photos. On pouvait mettre symboliquement leurs photos avec des cercueils. Il y a encore des restes dans leurs familles respectives. On peut mettre une chemise, on peut mettre l'Istin Sud, enfin je crois, quelque chose qui ressemble à leur vie, pour ne serait-ce que symboliser la présence de ces gens-là. L'histoire est têtue. On ne fait pas réécrire l'histoire avec une partie de l'histoire. Alors après, les trois, d'autres nationalistes ont été tués à travers le pays. Le père d'Abeti Massikini, semble-t-il, Joseph Lumbala, les autres, ils sont nombreux. Ça, c'était les dégâts collatéraux. Oui. La symbolique ici, c'est par rapport à l'événement du 17 janvier. Cet événement, c'est comme si vous dites les compagnons du général de Gaulle qui sont honorés. C'est comme les compagnons de la révolution de Mobutu qui sont souvent honorés. Donc, le protocole a péché sur ce plan-là. Mais le plus important aujourd'hui est que Lumumba est honoré et que c'est un bon coup politique pour Félix Tshisekedi.
Au-delà de cela, il y a ce que vous avez appelé tout à l'heure la guerre de l'Est. En fait, l'agression rwandaise, elle est à multiples dimensions. D'une part, je vous ai toujours dit que aussi longtemps que la RDC reste riche, immense et avec autant de potentialités, il y aura toujours des agressions. On en parlera par rapport à la Russie. Lorsque vous avez des richesses, lorsque vous avez du miel chez vous, attendez-vous à ce qu'on vous agresse. Et nous devons prendre des dispositions idoines pour conserver, protéger le patrimoine congolais. Aujourd'hui, les Rwandais, qui servent toujours des transferts, ou plutôt des transits de ces matières premières, leurs mentors ou ces mentors du Rwandais, ils ne l'ont pas encore lâché. Et pour preuve, on vient d'organiser à Kigali cette réunion du Commonwealth, alors que le Rwanda, l'une des résultats du Rwanda préside l'OIF en ce moment, Mouchoukwabo pour ne pas la citer, ça n'a pas choqué la France. Et bien au contraire, on a vu l'arrivée du Gabon et du Togo pour gonfler tout ceci. Et Kagame était tellement insolent, je souligne, qu'il a dit qu'il n'a pas de leçons d'avoir les leçons auprès de quiconque, auprès de n'importe qui, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc, les pilleurs, ce sont eux qui ont comme Kigali étiquette sur l'agression. Alors, voilà. Le Rwanda est un peu comme l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le point de passage, si vous voulez bien, le paravent qui protège l'agression de la Russie par rapport à l'OTAN. L'OTAN s'installe, comme ils ont déjà dans certains pays qui entourent la Russie, mais plus principalement en Ukraine, et c'est pour cela qu'ils s'acharnent comme ça contre la Russie. Et le Rwanda, c'est la même chose. Ça devrait être l'Ouganda. Au début, c'était l'Ouganda. Mais on a bifurqué pour centraliser maintenant le pillage de la RDC via le Rwanda. Et le Rwanda ne sera jamais lâché, surtout Kagame, peut-être quand le pouvoir va changer. Mais pour le moment, on ne va pas lâcher parce que c'est lui qui sert de transit. Pour les pillages des richesses du Congo, Pierre Péan, Feu Père Péan l'avait déjà dit, l'avait même écrit. Mais bien sûr, Pierre Péan l'avait écrit, moi je l'ai reçu. L'autre journaliste camerounais, Alain Foucault, est en train toujours de le dire. Alain Foucault l'a dit. Même, comment on l'appelle encore? Oui, Onana. Oui, Charles Onana, a écrit plusieurs livres sur cela. Aujourd'hui, la communauté Banyamulenge, c'est-à-dire nos frères de cette partie, parce qu'à chaque province, il y a des Congolais qui ont des cultures de deux côtés. À cheval. À cheval. Valable pour les Tégué, valable pour les Bakongo, valable pour les Bemba vers la Zambie, valable, etc. Et les Banyamulenge sont comme ça, ou si vous voulez bien, les Tutsi congolais, les Hutus congolais. Beaucoup ne partagent pas les points de vue de Kagame. Beaucoup. Y compris ceux qui sont chez nous ici, qui sont stigmatisés inutilement. Il faut que cette communauté parle. Il faut qu'elle dise clairement qu'ils sont du côté de leur pays. Beaucoup ont des responsabilités, beaucoup travaillent dans leur pays et beaucoup le font pour le compte de leur pays. Les stigmatiser est une mauvaise chose parce que beaucoup même sont morts en luttant contre les Rwandais. Et donc, le président de la République, il l'avait dit d'ailleurs à Londres. Et même les Rwandais étiquetés Tutsi, francophones, n'ont pas les mêmes droits que leurs frères venus de l'Ouganda ou de la diaspora anglophone. J'ai fait plusieurs fois Kigali. Ceux qui parlent le français là-bas, ils sont toujours regardés deux fois. Et par moments, ils ne veulent pas parler les langues qu'ils ont. Beaucoup ont étudié ici, beaucoup parlent français, mais ils ne veulent pas. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Kagame, autour de lui, il y a une majorité de Rwandais qui ont été chez nous, ici au Congo, qui parlent lingala, qui connaissent les us et coutumes, qui sont autour de lui. Il y a des Rwandais qui viennent de la diaspora, en général, et des Rwandais qui viennent de l'Ouganda. Il y a beaucoup de rivalités entre ces communautés.
Les Rwandais qui viennent de chez nous, là-bas, ceux qui ne sont pas autour dans le cercle immédiat, on les appelle des Aïrois. Mais ils sont utilisés pour déstabiliser le Congo. Une partie. Les informations. Une partie. Oui. Parce que quand ils reviennent ici, ils ont encore des liens, ils ont des contacts, etc. Ils se moulent facilement dans l'opinion, ils ont des amis, etc. Et parfois, ils jouent au double jeu. Mais il y a une majorité des Hutus. La majorité des Rwandais sont des Hutus. Ces Hutus, il y a une bonne partie qui est au Rwanda, qui est marginalisée, qui a envie de s'exprimer, mais étouffée parce que les pilleurs au niveau international, comment dire, protègent encore ces chefs de plomb sur Kagame, enfin sur ces Hutus-là, et ça pose problème. Et donc, et qui vit dans la pauvreté. Ceux qui demandent, ceux qui balayent les routes, ce sont eux. Et généralement, quand il y a des visiteurs, ils sont tenus à l'écart. On ne veut pas les voir. On se limite à Radisson Hotel, centre de conférence, où on voit des belles filles, on regarde des gens un peu bien. Mais les réalités du Rwanda profond sont ignorées. Moi, j'ai fait... Mais quand vous sortez des Kigali, du centre d'affaires là, les réalités sont tout autres. Quand vous sortez des Kigali, vous allez voir la vraie réalité du Rwanda. Le niveau de vie, les revenus. Beaucoup des Rwandais font le commerce avec Gisenyi, traversent la Grande Barrière. Ils ne se retrouvent même pas dans ce que Kagame est en train de dire. Et donc, aujourd'hui, le président Tshisekedi devrait... Il a dit qu'il ne faut pas stigmatiser. Patrick Mouya a fait une déclaration quant à ce. Mais il faut laisser, il faut donner la parole. Il faut protéger ces communautés, en quelque sorte, Tutsi ou tout Congolais. Évitons de les appeler les rwandophones. Dans rwandophone, ça veut dire qu'ils sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Maintenant, il faut qu'au sein de cette communauté, qu'il y ait une transparence, une honnêteté, d'afficher et d'affirmer leur congolité. Parce que surtout de prouver que leur âme est ici et qu'ils ne sont pas contre, ils ne sont pas d'accord avec les pratiques des Kagame. Bien évidemment. Et c'est pour cela que beaucoup ont tenté le retour au Rwanda. Ça n'a pas fonctionné, ils sont revenus chez eux. Beaucoup ont même acheté des maisons là-bas, à force d'être stigmatisés là-bas, ils sont revenus ici. Mais leur faciès, parfois, pose problème, on va dire chez les Congolais moyens, chez M. Lambda. Et d'ailleurs, ça a été contre-productif. Rappelez-vous, lorsque Mouzé, en 98, lorsqu'il y a la guerre avec le régime de Kagame, avec les gens qui étaient venus des mercenaires, si vous voulez bien, eh bien, Cheikh Kitundu s'occupait des droits humains à cette époque-là. Il a protégé une grande partie. Joseph Kabila, pendant tout le temps qu'il a été président de la République, comme les autres minorités, les pygmées, ce qu'on appelle les toits, oui. Eh bien, il a protégé aussi ces minorités de chez nous, qu'on appelle les Hutus, les Tutsis, etc. Et ce n'est pas de l'infiltration au sein de l'armée. Parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame, parce que quelqu'un a une faciès donnée, il est dans l'armée, et vous dites que c'est un Rwandais. Faux. Moi, je connais beaucoup de nos compatriotes qui sont Hutus, Tutsis, qui sont dans l'armée, qui sont foncièrement congolais. Et donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons faire un travail de communication parce que ceux qui peuvent mieux lutter là-bas, dans le Massissi, Rumangabo, même vers Bunagan, etc., ce sont les gens de là-bas. Les Maïmaï qui sont là-bas, les Massous de cette époque-là, qui étaient au sud Kivu, ce sont les Congolais de la diaspora. Enfin, si vous voulez, les Tutsis, les Hutus qui sont de ce coin-là. C'est eux qui connaissent les montagnes, ceux qui connaissent ces choses-là. Quand on est venu, on a délocalisé d'une manière brutale certains qui connaissaient un peu ce coin-là, sans pour autant sortir les affairistes. Parce que parmi eux, il y a aussi des affairistes qui étaient dans les mines et tout ça, mais aussi avec certains officiers de l'Ouest. Les maisons que vous voyez ici à GB, à l'Ouest et tout ça, des généraux, certains versaient un peu dans ces mining, etc. Il fallait faire ce travail d'une manière impersonnelle. Et c'est cela qui va sortir notre pays de cette situation-là. Au même moment, il faut renforcer rapidement, je dis bien rapidement, nos forces armées. Avec des équipements, avec de la télécommunication, des nouvelles technologies, notamment de l'écoute, mais aussi des drones
d'observation, mais aussi des avions. Parce que la maîtrise de l'air, on a même dit d'ailleurs que quelques responsables de M23, certains seraient morts, les Makenga, etc. Ça vérifie, on est en train de faire des vérifications là-dessus. Ça fait mal lorsqu'on coupe les têtes d'affiche. Mais ça, c'est grâce notamment à l'aviation, d'après mes informations, qu'il serait sur information du partenaire américain qui avait situé, comme à l'époque des Savimbi d'ailleurs, leur localisation. Ça permet de faire d'essayer de frapper ces leaders du M23. Donc maintenant, il faut renforcer. J'entends beaucoup dire il y a des mobilisations de moyens importants, notamment au niveau du Trésor. Nos régies financières ont mobilisé beaucoup de moyens, etc. Alors, décrétons réduction des trains de vie de l'État, 2 milliards de dollars, équipement. Et s'il y a l'embargo, au même moment, les envoyés spéciaux, tout ça, des présidents, vont aller voir les grandes puissances pour qu'on lève officiellement cet embargo, mais on peut contourner aussi cet embargo. On peut acheter les armes chez Poutine. C'est possible. Pas seulement chez Poutine. Il y a beaucoup de pays, y compris la France, qui peuvent nous vendre des armes d'une manière contournée par des gens qui vendent des armes. Joseph Kabila l'a fait, beaucoup de pays le font. Et c'est pour ça que le FARDC était déjà bien équipé. Et nos équipements qui sont ici, il faut les entretenir. Il faut entretenir nos équipements, nous en avons suffisamment. Que ce soit à Kibomango, que ce soit un peu partout, là où il y a nos installations des militaires, il faut les entretenir et doter nos forces armées pour qu'ils puissent faire cette guerre, parce que en face, comme dit J.B. Piana, c'est du maïs, il n'y a pas. Quand les Britanniques veulent approvisionner les Rwandais en mercenaires, là on les a déguisés comme étant des réfugiés, tout ça, ce sont des gens qui viennent pour ce qu'on appelle les grands remplacements, pour venir grossir les terroristes et se battre, comme à l'époque de Kadhafi. Kadhafi a été tué par les terroristes qui sont venus d'Irak, d'Afghanistan, etc. Et ce qu'on voulait faire au Rwanda, ce qu'on veut faire, les Britanniques notamment, ils veulent le faire officiellement en mettant beaucoup de gens là-bas. Heureusement, l'Union européenne, voilà. Oui, mais ça, c'est l'hypocrisie. On parlera du G7 tout à l'heure. Même si la Grande-Bretagne s'est séparée de l'Union européenne, mais ils sont toujours ensemble. Dans les politiques de prédation, d'expansion, etc., ils sont toujours ensemble. Et donc, pourquoi ils ont reculé? Parce qu'ils ont vu que, comme on dit chez moi, ce que Monindoki, Belela, quand ils ont senti que les Congolais étaient vigilants, ils ont commencé à en parler. Nous allons en parler ici. Ça sera la même chose de ces terrains qu'on a donnés en face ici, au Congo-Brazzaville. On ne prête pas les intentions à nos compatriotes du Congo-Brazzaville. Peut-être on les a blousés par Kagame, dira non, je vais faire des champs, etc. Mais les objectifs seraient autre chose. La même chose pour les Britanniques. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Quand Kagame vous dit je vais faire des villages, ce ne sont pas les villages où habiteraient les Congolais. Ce sont les gens qui vont habiter là-bas. Comme font les Israéliens d'ailleurs, dans les territoires occupés là-bas. Eh bien, on devait faire la même chose chez nous, la même chose. Donc cette guerre, on ne doit pas aller d'une manière brutale. C'est-à-dire parce qu'il y a, on va dire, le désaveu général, la colère de tous les Congolais. On ne fait pas la guerre avec la colère, on fait la guerre avec la stratégie. Il faut y aller en équipant nos FARDC, en renforçant nos forces de sécurité, en faisant de la bonne communication, en utilisant aussi les forces qui sont anti-rwandaises. Il y en a plusieurs, de l'intérieur du Rwanda, dans la diaspora rwandaise, et nos compatriotes, les Hutus qui sont ici, les Tutsis qui sont ici, qui peuvent dire un mot par rapport à la situation voilà. là-bas. Et ça joue un rôle. La stratégie a payé du temps de M23. Le général Olinga avait même infiltré certains éléments au sein de M23 qui, voilà, ça a payé. Il faut infiltrer. C'est pour cela que l'assassinat, la mort de Kaïm était une mauvaise chose. On a dit, on a trouvé dans son téléphone des communications avec les rebelles, etc. Mais le rôle premier d'un type de service, il faisait du contre-espionnage. C'est d'infiltrer, c'est d'être en contact avec l'ennemi. Mais il faut aussi nettoyer l'armée de tous ceux qui ne sont pas patriotes. Ces gens qui ont pris la Kalachnikov 3 mois, ils fument du chanvre, et puis après, intégration dans l'armée. Il faut qu'on nettoie l'armée de ceux qui ne sont pas patriotes. Monsieur Lumbala, on fait ce travail-là à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est un discours de nationalisme, de patriotisme, d'explication
On n'explique pas assez. Il faut faire comprendre à un militaire, même si l'étranger il vient intégrer votre armée, que vous vous battez pour la RDC. L'armée des États-Unis d'Amérique, elle n'est pas faite que des Américains, on va dire pur sucre, blanc aux yeux bleus. Il y a des Chinois dedans. Il y a des Arabes dedans. La France a la Légion étrangère. Cette Légion étrangère est composée de qui? Que des étrangers. Wagner dont on parle, redoutable Wagner, c'est composé de qui? Pas 100% des Russes. Mais quand Wagner va faire la guerre, il fait pour l'intérêt, pour les comptes de la Russie. Même s'il y a des étrangers dans notre armée, lorsque vous inculquez le patriotisme, le but à poursuivre par ces gens, ils vont lutter pour notre cause. Deuxièmement, il faut donner les moyens. On ne donne pas suffisamment les moyens, M. Lumbala, qu'on se le dise. Troisièmement, il faut honorer nos forces de défense. Quand un militaire meurt, il faut l'enterrer avec drapeau, avec honneur, il faut penser à sa famille. Les veuves, il faut s'en occuper. Il faut que souvent les commandants suprêmes, lorsqu'on perd des éléments, il faut qu'ils fassent un discours. Ces gens-là, ils vont se sentir protégés, honorés. Même si c'est leur boulot de mourir, ils disent que, regardez, mon collègue est mort, on l'a honoré. Il faut que les aumôniers fassent le travail. On ne fait pas tout ce travail. On bazarde un peu nos militaires et c'est pour ça qu'il y a parfois le découragement. Imaginez un Hutu, un Tutsi qui est dans le rang, au front là-bas. C'est un être humain. Il sent que derrière, on est en train de tabasser les rwandophones ou plutôt les gens au faciès de Rwanda parce qu'on met tout le monde dans le même sac. Il sera découragé. Et donc c'est ce travail-là qu'il faut faire de conscientisation et nous le faisons pour le compte de nos forces de sécurité et de défense. D'accord. Nous quittons un peu la RDC. Oui. Cette fois-ci pour parler du G7 Oui. et des frappes. Donc un message de Poutine alors que les 7 se rencontrent avec le Sénégal parce que le Sénégal est à la présidence tournante de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, c'est c'est parmi les pays les plus industrialisés de l'Afrique. Voilà, G7, encore une réunion pour rien. Monsieur Lumbala, je vous ai toujours dit que Poutine, c'est un grand stratège. C'est un grand tsar, à l'image d'Alexandre le Grand. Et c'est lui qui est sorti de l'histoire d'une manière minable. C'est Mikhaïl Gorbatchev qui a liquidé cet empire russe, ce qu'on appelle à l'époque l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il a été dupé. Il y avait d'un côté Jean-Paul II, qu'on a mis en branle, ce Polonais qui est devenu pape, et Gorbatchev. Ronald Reagan et toute la bande à l'époque ont bluffé ces secrétaires généraux des partis socialistes soviétiques pour liquider. Gorbatchev est sorti de l'histoire et souvent en Russie on se moque de lui. Poutine est en train de gagner sa guerre. Poutine, en remplaçant Boris Eltsine, il a constaté que la Russie était liquidée. Il a reconstitué la puissance économique, industrielle, militaire. Vous avez été au Kremlin. Quand vous êtes la place rouge, c'est très, très, très beau et c'est très développé, c'est très chic. Ce n'est pas l'image que beaucoup de gens pensent et disent de Moscou. Et donc, aujourd'hui, la Russie a constaté qu'en Ukraine, l'OTAN avait installé déjà des laboratoires, des mercenaires, des camps d'entraînement. Pour édenter l'ours. Oui. Il a frappé, refrappé. Et il en profite maintenant pour constituer la ceinture qu'on appelle les Donbass. Il est presque à la fin de sa mission.
Quand vous entendez des frappes sur Kiev, sur Irpin, ça c'est quand ils constatent que les armes qu'on fournit, on a stocké ça dans un entrepôt quelque part. Il a ces missiles, on va dire, à haute précision, qui sont envoyés à 300 km ou à plus de 9000 mètres d'altitude par des avions, et ils viennent, ils tapent seulement là où il y a le dépôt de munitions, et ça part. Et il en a détruit suffisamment. Biden a hésité plus d'une fois, l'OTAN aussi, et l'Union européenne, on sent que Petit Amoukonfi, il y a grande puissance, en train de jouer derrière justement, mais on sent que c'est un plan peut-être entre les deux partenaires. En réalité, qu'on dise la vérité à ce que nous suit M. Lumba là. La réunion que vous voyez, la G7, c'est une réunion pour rien. Pourquoi c'est pour rien? Un, la grande puissance économique aujourd'hui, la Chine, n'y était pas. La grande puissance énergétique, la Russie, n'y est pas. Il y a quelques pays occidentaux qui dépendent pour le pétrole, pour le gaz, pour les céréales, à 80% de la Russie, qui ne se disent pas la vérité. Pourquoi? Premièrement, Poutine, on lui paye 1 milliard de dollars par jour. 1 milliard de dollars par jour. L'Italie, c'est 70% de gaz et de pétrole. La France, la même chose. L'Allemagne, c'est 70%. Tous les autres pays, la même chose. Il n'y a pas d'alternative. Quand vous entendez qu'ils tiennent un discours, on va corser les choses, ça c'est pour la consommation de l'opinion. On n'a pas encore trouvé aujourd'hui une alternative à la dépendance russe. Bien au contraire, l'alliance aujourd'hui entre la Chine, la Russie, ce qu'on appelle le BRICS, le Brésil, le BRICS, il y a également l'Afrique du Sud ils qui sont est en dedans. train de travailler maintenant ce qu'on appelle la monnaie de substitution au dollar. Et ça va faire très mal au dollar. Parce que le dollar est la seule monnaie convertible dans le monde, avec les systèmes SWIFT. Poutine a réussi à imposer le paiement de son pétrole et de son gaz en rouble. Ce qui veut dire que le rouble a pris beaucoup de valeur. L'OPEP, dont la Russie est un des membres les plus importants, n'a pas changé du tout sa politique de production. Volodymyr n'a-t-il pas réalisé qu'il est tout simplement naïf, dupé, parce qu'il s'adresse toujours en visioconférence et à l'Union européenne, lors de sommets, il le fait, il va le faire lors du G7. Est-ce qu'il ne réalise pas qu'on l'a entraîné dans la déchéance au lieu de le laisser discuter avec son grand frère Poutine? Non, le pauvre, il ne peut rien faire parce qu'il a été mis. C'est un comédien pour ceux qui ne savent pas. C'est un comédien lui-même mafieux dans des histoires de détournement et de blanchiment dans des paradis fiscaux, etc. Non, lui, il est encadré par une agence de communication. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas lui. Ce sont des agences de communication qui l'habille, qui installe là où il s'assoit, qui les sort avec la sécurité rapprochée, etc. On lui fait jouer un rôle. Il ne prend aucune initiative. Les armes qui sont là-bas, ce sont l'OTAN qui est en train de se battre avec la Russie. Ce n'est pas la première fois que l'OTAN se bat avec la Russie. L'OTAN s'est battue avec la Russie au Vietnam. Rappelez-vous qu'il y avait la Chine aussi contre les Américains au Vietnam. Les Américains ont perdu. En Afghanistan, la première guerre, la Russie s'est retirée. Il y avait déjà l'OTAN là-bas. La deuxième guerre de Russie... De l'Afghanistan? Oui, de Russie en Afghanistan contre l'OTAN, la Russie a gagné. C'est pour ça que derrière les talibans, il y avait les Russes, les Iraniens, voilà, il y avait tout ça derrière. L'Occident a perdu. En Syrie, la même chose. Et vous allez voir qu'en Ukraine, l'OTAN va encore perdre. Et donc, le pauvre Volodymyr ici, à un moment donné, soit on va le faire disparaître de radar, parce que
il y aura maintenant des négociations avec la Russie pour... Maintenant, on va lui dire, bon, vous avez votre Donbass, voilà. Bon, maintenant, pour le moment, qu'on travaille sur l'évacuation de blé, des céréales. Et on va ouvrir la mer avec le concours très important de la Turquie, qui est aussi les mal-aimés de l'Occident, parce que c'est un grand pays musulman, industriellement au point, et qu'on n'a jamais accepté d'intégrer l'Union européenne. Quand on met l'Ukraine, là, excusez-moi du terme, c'est pineux par rapport à la Turquie. Et donc, la grande bataille qui va arriver maintenant, c'est la gestion de la mer Noire, mais aussi l'ouverture et l'évacuation de blé, parce qu'il y a une crise sans précédent en ce moment en Grande-Bretagne, en Europe en général, et principalement en France. Les gens ferment. C'est pour ça que Macron a perdu les élections législatives, parce qu'il y a la crise forte. Et la Russie va gagner encore davantage. Pourquoi? Parce que la Russie, cette fois-ci, non seulement sera requinquée sur le plan financier, elle a déjà avec la Chine leur coopération, et l'Inde est derrière. L'Inde, oui. L'Inde est derrière. Et quand et l'Afrique du Sud, et l'Iran, et le Brésil, et tous ces gens vont se mettre ensemble, ça va impulser, on va dire, la géopolitique mondiale. Et nous, la RDC, nous devons avoir une politique de compréhension de tout ceci. Parce que quand je vois certains conseillers, ils conseillent notre ambassadeur qui est aux Nations Unies, oui, il faut voter contre la Russie, il faut voter, mais ils oublient, premièrement, que le premier partenaire en matière de mines, c'est la Chine, qui est partenaire de la Russie. Et la Chine et la Russie ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine est le seul pays qui nous a déjà donné suffisamment de liquide. Mais et la Russie est le seul pays qui peut nous donner du matériel militaire, oui, et nous envoyer peut-être du Wagner pour en terminer avec l'instabilité. Et lorsque vous dites, allez, alignez-vous comme ça, c'est que vous donnez de très mauvais conseils à notre président. Donc il nous faut une intelligence stratégique. Absolument. Ne pas nous rentrer dedans avec tel ou tel, parce que c'est très, très délicat. Il faut faire comme le maréchal Mobutu qui disait, ni à gauche ni à droite, il faut regarder les intérêts. Même si lui-même était un peu manipulé par les CIA et les Américains. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que la situation qui prévaut là-bas, vous voyez que même l'opinion française, etc., est déjà déconnectée de ce qui se passe là-bas. C'est 2 ou 3 médias pro-Macron qui essaient d'en parler, etc. Le G7, ce qu'ils ont décidé, ça n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que l'économie russe est déjà tournée vers la Chine, vers tous ces pays émergents, et les autres, parce qu'ils sont dans une situation de dépendance, ils ne viendront que pour le consommer. Nous devons avoir des relations, on va dire, stratégiques, réfléchies. Ivan Vangou, que je connais, qui est avec moi à Paris, c'est l'actuel maintenant ambassadeur de la RDC en Russie. Il faut l'exploiter avec beaucoup d'intelligence et ne pas avoir peur. C'est très délicat. Biden lui-même est en difficulté, un peu impopulaire à l'approche des élections de mi-mandat, oui, avec la décision de la Cour suprême. Ça risque, sur l'avortement, oui, ça risque de faire perdre justement... bon, là, peut-être ça pourrait jouer en faveur du Parti démocrate, parce qu'on voit l'Amérique qui est déchirée. Et évidemment, nous devons réfléchir. Dans tous les pays où il y a la crise économique, oui, les dirigeants en place perdent toujours. Macron a perdu les élections législatives. Biden risque de perdre les élections de mi-mandat. Pourquoi? Parce que le droit à l'avortement était déjà consacré dans beaucoup d'États aux États-Unis. En Europe, ça, n'en parlons même pas. Ensuite, parce qu'il connaît la puissance de la Russie, il est mitigé sur l'affrontement direct. Mais la Russie a déjà poussé les Américains à comprendre que si jamais l'Amérique affronte la Russie, ça sera pire que le Vietnam, pire que l'Irak. Donc, les Américains sont maintenant divisés et le plus grand perdant, c'est Biden, parce qu'au-delà de son âge, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas dans le sens du bellicisme américain, comme était George Bush, comme était George Bush père, comme était Bill Clinton, etc. Jean-Marie Kassamba, je vous remercie. Je vous remercie à vous et je donne rendez-vous ce soir à 20h, ici en direct,
à nos téléspectateurs parce que pour la première fois, il y a, sur le plan culturel, le retour des grands qui sont partis en matière de la SAP, Diobalar, Ekoumani, Kokowaya, qui vont venir ici montrer la créativité, la mode au niveau de l'Europe, avec ceux qui sont restés à Kinshasa, c'est comme Papa Griff et ceux de Kinshasa, ceux de Brazzaville, ceux de Côte d'Ivoire. Donc il va y avoir sur ce plateau ce qu'on appelle attaquer le taureau à domicile. Ça sera compliqué. Donc, avis aux connaisseurs, ça va être intéressant pour parler un peu de ces phénomènes qui est Tukwima congolais. Et d'ailleurs, Gilbert Ngoma, qui a écrit un livre là-dessus, il explique bien que c'est depuis les royaumes et nos empires que nous avons des étoffes ici. On s'habillait très bien. Les Belges sont venus bazarder tous ici. Mais quand vous allez dans leur musée, vous allez trouver les masques, les tissus du Kassai, le velours du Kassai, etc. Même et c'est triste. Les moustiques bien conservés là-bas pour pouvoir tracer l'histoire. Donc au musée royal des Tervuren. Voilà, très bonne journée. Le rendez-vous est pris à 20h, heure de Kinshasa en direct. Je crois que certaines rediffusions du journal seront sacrifiées pour ce rendez-vous. On a l'antenne pour nous. La culture, elle est aussi très importante. Très bonne journée. Nous jetons l'encre. À demain.